Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. C'est le 11e épisode, je suis Maëlys Denis et aujourd'hui je vous présente Inanis, un artiste photographe. Écoutez notre conversation, durant environ 3/4 d'heure, en compagnie de son chiot Poppy. Vous découvrirez comment il a évolué dans le temps, maturé sa culture personnelle et son ouverture d'esprit, et comment il fait en sorte que son travail ne soit pas solitaire. Pourquoi aujourd'hui il se sent à l'aise à se définir comme artiste et comment il définit l'art. Il explique son style à travers ses projets, comme Mythologie ou Le grognard et la danseuse, et sa méthode de travail, et comment il intègre ses valeurs à son travail et la notion de bien-être. Vous découvrirez comment son goût pour la photographie est né et ses influences artistiques nombreuses. À vos stylos, il va y avoir beaucoup de références. D'ailleurs, les références des épisodes précédents sont disponibles sur l'Instagram de Passion d'artistes et d'artisans et sur ma page personnelle Facebook. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. Salut. Donc Inanis, t'es photographe. Photographe et artiste photographe. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as voulu faire ça ? Photographe ou artiste photographe? Tu peux le faire en deux temps. Photographe, ça date de l'école, donc post-bac. Donc j'ai fait une école de communication à 22-23 ans. Et un jour de fête du Nouvel An, mon ex-copine m'a filé son appareil photo, un réflexe, et m'a dit « Tu fais les photos de la soirée ». Et ce jour-là, j'ai eu un coup de foudre, une révélation pour la photo. Je lui ai rendu son appareil photo 3 mois plus tard, et j'en ai acheté un. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Je crois que j'étais en première année à l'école et ça a duré 4 ans. Et au sortir de l'école, j'ai eu un diplôme en réalisation vidéo, mais je suis devenu photographe direct. Et voilà, ça fait 15 ans. 15 ans et quelques mois, depuis ce 1er janvier du coup. Et ensuite, artiste. Alors, techniquement, je suis artiste depuis 2022, mais on m'a toujours dit depuis le lycée, depuis mes 16 ans, que j'étais un artiste. Et ça a mis son temps. A priori, autour de moi, on me dit que j'ai toujours été artiste. Après, je pense que je me suis mis beaucoup de freins pendant très longtemps. Et c'est vraiment au moment où je me suis ôté tous ces freins que je le suis devenu. Mais a priori, oui, ça venait que de ça. Donc peut-être que j'étais artiste depuis tout ce temps et que c'est moi-même qui me le suis pas autorisé. Mais artiste parce que tu réalisais déjà des choses ou parce que tu avais une façon de penser, une façon d'être qui te définissait comme artiste ? Parce que je pense aussi on n'a pas tous la même définition du mot artiste. Alors j'ai énormément de respect pour les artistes, pour l'histoire de l'art. C'est ce que j'essaye de montrer dans mon travail aujourd'hui. Et en fait, pour moi, pendant 12 ans, j'étais pas un artiste parce que je ne créais rien. On me disait souvent, tu fais des belles photos, mais pour moi, faire des jolies photos, ça veut pas dire que t'es un artiste. Certes, le médium, la photographie est un médium artistique, mais tout ce qu'on produit ne l'est pas forcément. Et pour moi, si je fais du reportage, et j'étais d'abord un photographe de reportage pendant ces 12 premières années, je faisais que capter ce que je ressentais, ce que je voyais, et je ne faisais que le refléter, retranscrire. Donc pour moi, je ne créais rien. Alors, oui, il y a une sensibilité dans le rendu de mon travail, dans ce que je ressens aussi, mais c'était pas de la création pour moi. Donc à partir du moment où j'ai trouvé quelque chose à raconter, une histoire, un message, qui a une réflexion par rapport aux images que je produisais, j'estime être devenu un artiste à ce moment-là. Mais oui, peut-être qu'avant, je l'étais déjà. Voilà. Et c'était quoi ton frein, tes freins ? Les freins, j'avais beaucoup trop de respect justement pour les artistes. Le premier médium que j'ai exploré, c'était l'écriture, la poésie. C'est à ce moment-là que j'ai choisi mon pseudonyme Inanis, qui signifie le vide en latin. Et je me souviens, j'adorais écrire, j'écrivais tous les jours, j'écrivais en classe pendant les cours. Mais à un moment donné, je lisais les poésies de grands auteurs. Et je me disais que jamais je ne serais capable de faire ça. Donc j'ai arrêté la poésie par rapport à ça. J'ai fait 11 ans de musique, de violoncelle. Et j'ai tout de suite par contre là touché mes limites. Et pareil, ça m'a empêché d'aller plus loin. Et c'est seulement avec la photographie que je me suis rendu compte que j'avais pas de limites. Donc, et c'est toujours le cas.
J'arrive toujours à progresser tout le temps. Et je pense que c'est là que je me suis trouvé. Toi, t'as dit que ton pseudo c'était Inanis et du coup que ça venait du latin. Et la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que les thèmes qui t'intéressaient en ce moment c'était la mythologie. Oui, alors donc ma série actuelle s'appelle Mythologie. Après, pour moi, la mythologie, c'est vu de manière au sens large. Pour moi, aujourd'hui, la mythologie, elle touche tout le monde parce que c'est des histoires qui sont populaires, tout comme les contes, tout comme les légendes. C'est ce que je racontais dans les visites que je faisais lors de l'exposition fin 2024 sur le parvis de l'hôtel de ville du Kremlin-Bicêtre. Donc en fait, je m'approprie toutes ces histoires et j'essaie de les réinterpréter comme les peintres, par exemple du 19e, ont pu le faire. Je me sens très proche de leur vision, c'est-à-dire que de la même manière, ils se sont appropriés ces histoires-là et ils les ont traduites avec leurs outils du présent, enfin contemporain, du 19e. Donc ils se sont affranchis de tout ce qui est véracité historique. On peut le voir par exemple chez Jean-Léon Gérôme ou William Bouguereau. Et j'ai apprécié cette démarche qui en fait m'ôtait des freins également, en me disant je suis pas capable de faire ceci ou cela parce que j'ai pas les moyens, alors qu'en fait il suffit juste de se lancer, de créer. Et oui, c'était ça aussi le problème par rapport à ta première question. Le plus gros frein pour moi, c'est que je me disais que j'étais pas à la hauteur tout simplement des artistes que j'admirais, et je me disais que ça servait à rien de créer parce que tous les chefs-d'œuvre avaient été créés, et je me mettais vraiment la barre très haute et ça m'empêchait complètement de me lancer. Et aujourd'hui, le message que j'essaie de transmettre, par exemple à mon assistante, c'est de lui dire te mets pas de frein. Si tu as quelque chose à dire, exprime-le et te mets surtout pas de frein. À chaque problème, il y a une solution et il suffit de chercher. Voilà. Et du coup, finalement, en fait, t'as des maîtres en poésie où tu disais j'y arriverai jamais à ce niveau-là. Et là, c'est d'autres maîtres de la peinture qui t'ont dit presque chuchoté. Mais si, en fait, regarde, nous, on se l'est bien permis, alors pourquoi pas toi, quoi. En vrai, c'est pas tellement venu de la peinture. Alors, certes, souvent quand on me posait la question en photographie, quelles sont tes références, qui admires-tu comme photographe, je citais pas des photographes, je citais des peintres. En premier lieu, Modigliani, qui a été le premier artiste que j'ai eu l'impression de comprendre. Et oui, du coup, je citais souvent Modigliani comme référence en photographie. Mais ensuite, c'est plus en suivant d'autres photographes dont je me suis rendu compte qu'elles avaient des moyens de production qui étaient relativement accessibles, que ça m'a ôté au final beaucoup de freins, parce qu'au final, pendant très longtemps, j'imaginais que la photographie, c'était des grands studios, c'était du matériel de très haute qualité, très cher. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, oui, encore une fois, que c'est pas une question de moyens. J'ai commencé en 2022, j'avais du matériel plutôt low cost. Je construisais beaucoup avec des bouts de tissu et des pinces à linge. Pour moi, la pince à linge est assez symbolique de mon travail. J'aime bien la glisser partout aujourd'hui, un peu comme un symbole. Et oui, en fait, au final, j'ai plutôt libéré ma créativité en m'ôtant ces freins que je me mettais. Cool. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et oui, ce que je dis souvent à mon assistante, c'est que moi ça m'a pris 12 ans, même plus si on rajoute les années avant la photographie, mais je lui dis que si elle parvient à apprendre tout ce que j'ai appris en 20 ans, le tout en 2 ou 3 ans, je serai très heureux pour elle, ça lui aura fait gagner du temps. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu le style de tes photos, vu qu'on est dans un podcast audio? Alors pour décrire, c'est très rigolo cette question aussi, parce que pendant très longtemps j'avais des amis qui me disaient que c'était assez simple de reconnaître mes photos, alors que moi j'arrivais pas du tout à reconnaître mes photos, ma patte parmi tous mes travaux, parce qu'en fait j'étais tellement éclectique, je touchais à tellement de genres de photos différents, du reportage, du studio, des photos créatives en extérieur, des photos corporate, je faisais vraiment de tout et j'arrivais vraiment pas à déceler quelque chose qui soit identifiable me concernant. Mais aujourd'hui, par rapport au travail que je mène depuis 3 ans, sur ma série Mythologie, c'est assez simple en fait. Je réalise des photographies qui ressemblent à des peintures.
Voilà, donc j'essaye de me rapprocher le plus de l'esthétique de la peinture, tout en distillant un petit peu le doute, voilà, entre la photographie et la peinture. Est-ce que tu pourrais me décrire ton processus créatif? Est-ce que tu as d'abord l'idée et ensuite tu fais les photos, ou des fois tu as une idée un peu floue mais la photo va faire naître d'autres choses, où c'est vraiment très cadré? Alors aujourd'hui ça part un peu dans tous les sens et j'aime beaucoup ça. Je crois que de l'extérieur on a l'impression que c'est très très rigoureux, très strict, très carré, mais c'est pas toujours le cas. J'ai des gros projets sur lesquels, comment dire, j'ai des grandes lignes, des projets fil rouge. Donc, par exemple, cette année, j'en ai deux gros. Est-ce que tu peux les citer? Oui, j'en ai un qui est sur l'histoire du Kremlin-Bicêtre, qui s'appelle Le Grognard et la danseuse, qui raconte la naissance, la fondation de la ville au 19e siècle. Et ce projet, c'est pas uniquement un projet photo, c'est aussi un projet d'atelier éducatif, un partenariat que je fais avec le conservatoire du Kremlin-Bicêtre, et où je raconte mon process créatif, justement, depuis les recherches historiques jusqu'au shooting photo, en passant par la création de costumes, la création de décors et tout ça. Et ensuite, mon second projet, c'est un projet qui s'appelle La République. Et c'est un projet qui devrait comprendre une trentaine de modèles. Et sachant que jusqu'à présent, le plus gros projet que j'ai pu réaliser, mon Saint-Michel contre les anges rebelles, comprenait 10 modèles. Voilà, donc c'est un projet très ambitieux, il faut beaucoup de temps de réflexion, de recherche pour le développer. Mais ça, c'est le fil rouge que je travaille en fond sur ces projets-là. Donc le projet Napoléon, je le travaille depuis janvier 2024, donc ça fait pas mal de temps. Et il rentre en production là, dans quelques jours. Le fond va commencer à être peint. Mais sinon, j'ai des projets qui sont beaucoup moins ambitieux, sur lesquels je peux créer sur le moment. Donc avec mon modèle le jour de la séance photo. Et sinon, selon les envies, un projet classique, je dirais que entre l'idée et le shooting photo, il doit se passer 2-3 mois. Je vais avoir une idée, je vais faire des recherches iconographiques sur internet ou dans des livres. Et puis je vais pas mal me préparer pour savoir quelle esthétique j'ai envie de développer. Et puis je vais en discuter avec le modèle évidemment. On va se mettre d'accord là-dessus. Et puis donc encore une fois, il y aura des grandes lignes le jour du shoot. Mais je vais m'autoriser des prises de liberté sur l'instant, une improvisation avec le modèle, et en fonction de comment je me sens. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu storyboardes un peu tes photos avant? Tu les dessines? Comment tu fais? Tu te fais un mood board? Ça dépend des projets. Sur les gros projets, évidemment, tout est storyboardé. J'ai un énorme mood board avec des dossiers sur mon ordinateur, parce que en fait, tous les jours, je fais de la veille. Je regarde des centaines d'images sur internet et dans mes livres, dans les expositions, tout ça, que j'emmagasine soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone. Et je déteste dessiner, donc je le fais vraiment très très rarement. Je l'ai fait au final qu'une seule fois pour le Saint-Michel, parce que j'avais vraiment beaucoup de pression, et ça m'ôtait la pression de le storyboarder. Mais sinon, non, ça reste dans ma tête. J'essaie de décrire en fonction de mes photos, de mes images de référence auprès de mes modèles, ce que je souhaite réaliser. Ensuite, voilà, je me lance. D'accord. Et du coup, en fait, tu fais un casting de modèles. Et tu castes parce que tu as une idée en tête d'un physique, mais aussi par rapport à ce que le modèle peut t'apporter. Comment tu fais le casting? Ça dépend vraiment des cas. Peut-être tu peux donner des exemples qui te viennent en tête de comment tu as fait pour telle situation ou telle autre. Là, par exemple, sur le projet Napoléon, ça faisait très longtemps que je souhaitais monter ce projet avec un comédien en particulier. J'ai essayé de monter ce projet avant même que je devienne artiste. Donc alors que j'étais seulement photographe. Donc c'était en 2018. Et par manque de moyens, mais surtout par manque de confiance, j'ai pas réussi à monter ce projet à l'époque. Et donc
L'année dernière, je me suis dit, maintenant que tu as la confiance et maintenant que tu as aussi les moyens, tu peux te lancer. Et là, je me suis dit, je vais rester avec ce comédien. Il m'avait suivi à l'époque, donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas comme ça. Je lui ai été fidèle. Et après, à côté de ça, le projet s'est étoffé. Initialement, il devait être tout seul. Et ensuite, j'ai développé d'autres idées, notamment celle d'avoir une danseuse en complément de mon soldat, de mon grognard. Et en fait, à ça, c'est une danseuse burlesque qui est également costumière qui m'a contacté en me proposant de collaborer avec elle. Et en fait, comme j'avais ce projet en développement dans ma tête, je me suis dit, tiens, ça match. Et allons-y, je lui ai proposé et ça s'est fait comme ça. Mais sinon, pour moi, dans ce projet mythologie, j'estime que toutes les personnes, peu importe leur genre, peu importe leur morphologie de corps, leur couleur de peau, leur ethnie, enfin tout ça, leur âge, c'est pas vraiment des critères. Donc, j'ai déjà fait des projets avec initialement des personnages masculins que j'ai traités avec des modèles féminins et inversement. C'est pas une question de physique, c'est vraiment une question de personnalité aujourd'hui. Si j'ai un bon feeling avec la personne, si elle m'évoque quelque chose, ça me donne envie aujourd'hui de créer. Ouais, il y a une énergie qui se transmet, qui se partage entre nous. Et c'est sur ça que j'essaie de surfer pour créer. Et du coup, le projet Napoléon avec les grognards, et tu vis au Kremlin-Bicêtre, et obligatoirement, ça veut dire que le lieu où tu vis, ça t'influence? Ou c'est le soutien d'une ville aussi? Il y a plein de choses qui m'influencent. Je fais beaucoup d'expositions et souvent, quand une exposition me marque, sur le moment, ça me stimule et ça me donne envie de créer. Donc là, comme ça, je peux citer Rosa Bonheur. J'ai fait un projet sur Rosa Bonheur juste après avoir fait l'exposition. Là, dernièrement, j'ai adoré l'exposition sur Suzanne Valadon et j'adorerais créer un projet sur elle. J'ai aussi des envies qui viennent sur le moment. Mais en fait, j'ai une passion sur Napoléon. J'aime aussi me lancer sur des coups de cœur, sur des envies. Et je pense que, comme je te le disais avant je me mettais beaucoup de freins. Et je me disais aussi, tu peux pas faire telle chose parce que ça se fait pas. Par exemple, cette année, j'ai fait un projet mythologie et je l'ai réalisé sur une de mes amies qui est championne de France de cyclisme sur piste. Alors là, dit comme ça, on peut se dire il n'y a aucun lien entre le cyclisme et la mythologie. Mais comme je te dis, pour moi, je l'aborde au sens vraiment très large. Et pour moi, il y a un autre aspect aussi dans ma série, c'est j'essaie de contribuer à la cause féministe en mettant en avant, il y a toute une sous-série dans Mythologie, des personnages féminins forts de l'histoire, qui peuvent être des personnages mythologiques, mais qui peuvent être aussi des artistes femmes, qui peuvent être des grandes femmes de l'histoire. Valoriser par exemple le sport féminin, pour moi ça rentrait totalement dans la série. Après, la question c'était de comment le retranscrire avec ce rendu peinture. Mais pareil, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi par rapport à il y a 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai des techniques qui font que je peux beaucoup plus facilement identifier ma patte. Et dans le cas présent, c'était l'utilisation des drapés et l'utilisation de la couleur rouge, notamment. Et sur ta formation, en fait, sur la partie artistique, tu avais eu une formation artistique ou finalement tu es en autodidacte là-dessus? Je suis autodidacte en photographie, ça c'est sûr. À l'époque où j'ai commencé la photographie, on était donc en 2010. C'était la transition entre l'argentique et le numérique. J'ai eu des professeurs de photographie pendant mes années d'école qui m'ont dit ne deviens pas photographe, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus d'argent à se faire, l'âge d'or il est terminé, c'est le passé. Alors aujourd'hui on est dans une transition entre la photographie et l'intelligence artificielle. Ouais. Et j'ai eu longtemps une vision très négative et pessimiste sur l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, mon assistante, je l'encourage tous les jours à devenir photographe. Moi j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui n'était pas une professeure de photographie, qui m'a justement encouragé à devenir photographe. Et c'est grâce à elle que je le suis devenu, parce qu'elle m'a dit on sent que tu as cette passion en toi, lance-toi, et puis au moins tu n'auras pas de regrets. Si ça foire, voilà, tu sauras que c'était
t'étais pas fait pour ça, et tu passeras à autre chose. Et puis sinon, tant mieux pour toi. Et en fait, j'ai toujours gardé ça en tête. Et pour moi, chaque jour, peut-être le dernier dans ma carrière de photographe, et ça a failli être le cas d'ailleurs en 2021 où j'étais à quelques semaines d'arrêter la photographie. J'avais pris cette décision d'arrêter. Et bizarrement, c'est au moment où je me suis dit, tiens, je vais arrêter la photographie, que je me suis décidé à créer pour moi, sans frein, juste pour me faire plaisir. Et que ça a donné naissance à la mythologie et à ma carrière d'artiste. Mais sinon, par rapport à mon parcours artistique, je pense avoir une bonne mémoire photographique et je l'ai développée depuis tout petit parce que j'ai toujours eu des magazines de mode notamment qui ont traîné à la maison. Ma mère était passionnée de mode et donc elle était abonnée à plein de magazines et j'adorais les feuilleter et je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Quand je me suis lancé comme photographe, j'étais justement donc inspiré par la mode et je me rêvais comme photographe de mode. Et ensuite, j'ai pas fait d'école artistique, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai été en gestion et puis ensuite j'ai fait une école de pub. Et c'est seulement en école de pub à 24 ans que j'ai eu mon premier cours d'histoire de l'art. J'ai adoré d'ailleurs cette année où j'ai pu avoir des cours d'histoire de l'art. Mais sinon, non, c'est tout par la passion. J'ai toujours adoré faire des expositions. Alors avant, c'était un loisir. Et maintenant que je suis vraiment artiste, c'est devenu quasi un travail. Donc, Tu te le mets dans ta routine? Genre tu te dis c'est X expo au moins Ouais, parce que avant j'allais que vers des sujets que j'appréciais. Donc typiquement de la peinture du 19e, qu'est-ce que ça peut être, du cinéma, des choses comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que en allant vers des sujets qui m'intéressaient pas forcément de prime abord, c'est là que je trouvais mon inspiration. Le très bon exemple, c'est que pendant très longtemps, l'art chrétien, tout ce qui est Vierge à l'enfant, tout ça. Tout un grand pan de l'histoire de l'art occidental. Oui, pour moi, j'aimais pas beaucoup et c'était une grande blague pour moi. Je me souviens d'un passage à Rome lors d'une visite il y a quelques années où en fait, j'ai passé tout mon temps à photographier toutes les Vierges à l'enfant et j'en ai fait un gif. Et il durait, mais je sais plus, plusieurs minutes. Et j'avais photographié des centaines de Vierges à l'enfant et pour moi je trouvais ça... Enfin, je trouvais que c'était une énorme blague d'avoir autant de Vierges à l'enfant. Et j'aimais pas ça du tout. Et tout comme tout ce qui est art du Moyen-Âge, j'aimais pas du tout, j'aimais pas les tapisseries. Et en fait tout ça, c'est des sujets qu'aujourd'hui j'adore parce que je m'y suis intéressé. Parce que je me suis ouvert, que j'ai été curieux d'apprendre sur le sujet. Et en fait, en me posant des questions, j'ai développé... en fait, pour moi, c'est ça la démarche artistique. C'est pas forcément d'aller vers des sujets que tu apprécies, parce qu'au final, je pense que tu les connais, tu les maîtrises. T'es trop confortable, t'es trop sur tes acquis, presque, un peu. Je pense que j'ai toujours été curieux. En photographie, comme je te disais, j'ai pas de limite. Parce que j'arrive toujours à apprendre plus, j'arrive toujours à progresser, toujours envie d'apprendre. Et là, c'est ce qui se passe en art. Je me dis pas parce que t'aimes pas, par exemple, là dernièrement, le surréalisme, que ça sert à rien d'aller voir une exposition sur le surréalisme. Au contraire, je me dis, fonce. Et peut-être que ça va te faire ouvrir les yeux et voir les choses différemment. Et ça a été le cas, par exemple, sur ça. Je pense que je ne le comprenais pas à l'époque, que je manquais de maturité. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche où je suis beaucoup plus ouvert. Au niveau des tapisseries, je trouvais ça poussiéreux. Et puis, j'ai été visiter le musée du Moyen-Âge à Cluny. Et j'ai découvert La Dame à la licorne, et qui est aujourd'hui une des œuvres majeures pour moi dans ce que j'apprécie. J'aime me remettre en question. Et ça fait la bonne transition parce que tout à l'heure en off tu m'as parlé de tes collaborations avec certains artisans. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Alors déjà avant propos, je parlais de ma carrière en tant que photographe. J'ai passé 12 années de photographie tout seul et j'ai pas vraiment apprécié la chose. Je me suis senti très seul pendant ces 12 années. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai progressé lentement. Alors je suis
à mon avis, quelqu'un à maturité lente. Mais je pense que j'aurais pu gagner du temps en rencontrant des personnes qui auraient pu me donner des conseils, avec qui j'aurais pu collaborer, avec qui j'aurais pu échanger. Mais le milieu de la photographie professionnelle, pour moi, je l'ai vu comme quelque chose de très concurrentiel, où tout le monde se tirait dans les pattes, où tout le monde était très personnel, peu ouvert. Et j'ai vraiment détesté ça. Quand je me suis lancé en tant qu'artiste, j'avais beaucoup d'autres artistes que j'admirais. Et quand je me suis lancé dans ce courant, parce que je pense que je suis pas tout seul dans le courant de la photo-peinture, j'ai souhaité me présenter en disant que j'arrivais là sans animosité, que je venais pas concurrencer les autres et que je venais en toute amitié, que je voulais tracer mon sillon sans copier les autres. Et en même temps, copier dans l'histoire de l'art, c'est vraiment quelque chose qui... Comment dire ? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas de la copie, mais en même temps, on peut réinterpréter des thèmes. Oui, par exemple, là, actuellement, il y a l'exposition sur Artemisia Gentileschi. Elle a clairement réinterprété les mêmes sujets que son père et les mêmes sujets que le Caravage. Donc... il y a tout un sujet sur la copie. Mais bref, je me suis éloigné du sujet. Oui, en tant qu'artiste, j'ai toujours voulu aller vers les autres, échanger. Et je pense qu'on sort plus riche d'une collaboration, surtout si l'autre peut t'apporter des choses que tu n'as pas. Donc pour moi, j'ai le souvenir d'une de mes premières collaborations importantes, c'était avec une peintre sur Danaé, qui est ma première œuvre achetée par la mairie. C'était une photo sur laquelle était ajoutée de la feuille d'or. Et j'avais toujours eu envie de travailler avec de la feuille d'or, mais je ne savais pas comment faire. Du coup, quand j'ai rencontré cette modèle qui était peintre également et que je lui ai proposé cette collaboration, j'ai tout de suite foncé quand j'ai vu que c'était possible de mixer les deux. Et donc pour répondre à ta question sur cet artisan verrier, le vitrail, c'est tout un artisanat qui me semble encore très très abstrait. J'admire ça. Mais il y a encore un an, je ne connaissais absolument rien du tout sur le sujet. Et pouvoir me faire prêter une œuvre pour l'intégrer dans une de mes créations, c'est un luxe aujourd'hui. Ça va être une photo de vitrail ? Ou ça va être un vitrail avec ta photo ? Ça va être un jeu de transparence ? Tu sais pas ? Tu peux nous en dire plus ? Alors, c'est... Je suis très content d'en parler. Cool. C'est un peu le symbole de tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à présent. Donc c'est beaucoup d'amour dans ce projet. Ça réunit toutes mes œuvres préférées, le tout en ayant un sujet important et contemporain, qui est celui du consentement. Et donc il y a un message derrière, un message politique notamment. Et derrière aussi une ambition technique et l'envie de réaliser quelque chose que je ne pensais pas forcément être capable de faire. J'essaie de me surpasser justement. Et sur ce projet, donc inspiré de Johannes Vermeer, je mixe plusieurs tableaux sur une même scène. Donc j'ai fait un shooting photo avec 3 scènes différentes que je vais ensuite mixer. Donc il y aura une scène principale et 2 tableaux accrochés au mur que j'ai shootés et qui compléteront l'histoire que je raconte sur le consentement ou techniquement la leçon sur le consentement. Voilà. Et le vitrail, du coup, sur pas mal de peintures de Vermeer, qui sont des peintures de genre, on voit des scènes en intérieur avec des vitraux. Et donc je trouvais que c'était très approprié de demander à une artisan verrier de me prêter une de ses œuvres. Mais pour le coup, en plus, son œuvre est pertinente parce que son œuvre, c'est une Danaé. Et ça vient compléter les autres œuvres de ce projet qui sont la leçon, Judith et Holoferne dans sa version d'Artemisia Gentileschi et le verrou de Fragonard que je trouvais très pertinent parce que on a un flou sur la lecture de ce tableau. C'est vrai. Voilà, qui peut être interprété de différentes manières. Et c'était quelque chose que j'avais pas réfléchi, mais tu vois, dans la conversation, ça me fait penser à ça. Tu m'as parlé du thème du féminisme, qui est super important. Là, tu parles du consentement.
Je trouve ça super bien parce que voilà, ouais, ça me touche et je trouve ça marquant. Et je trouve ça d'autant plus marquant que du coup, je trouve ça bien que ça soit un garçon qui parle de ça aussi. Alors, il y a un autre sujet. Moi, j'ai toujours été intéressé par la question. Depuis très jeune, j'ai été intéressé par les questions de sexualité. Donc, je me suis beaucoup documenté. J'ai écouté beaucoup d'émissions de radio à l'époque. Mais je me suis aussi rendu compte, et c'est surtout très important aujourd'hui, on remet beaucoup de choses en question, que mon éducation a été, même si j'ai été intéressé par la chose, biaisée par le patriarcat. Et aujourd'hui, je perds mon propos. Oui, c'était très important d'aborder le sujet. Moi, je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer sur le projet Mythologie. Et par exemple, je me souviens de ma copine qui à l'époque me disait « Tu fais du nu féminin, mais en fait, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas de nu masculin. Tu te dis féministe, aujourd'hui je dirais allié du féminisme. Ça doit passer par là aussi. C'est qu'il n'y a aucune raison que tu photographies que des femmes. » Et donc à l'époque, je m'étais jamais posé la question en fait. Pour moi, c'était naturel de photographier des femmes, mais je m'étais jamais dit que j'allais photographier des hommes. Et je l'ai écouté. Et pendant toute une année, et justement c'était l'année 2021, j'ai étudié le nu masculin. Et je me suis rendu compte que j'avais un regard complètement formaté. Voilà. Et il a fallu me déséduquer pour voir les choses autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important quand je te dis, pour chaque sujet, j'estime que c'est pas une question de physique. C'est que pour moi, je dois être capable de photographier tout type de corps, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes ou que ce soit des personnes d'autres genres. Et pas uniquement des personnes minces, pas uniquement, des personnes jeunes. Donc voilà, oui, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, donc oui, je disais qu'avant, je m'estimais féministe. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ma contribution en tant qu'allié du féminisme d'évoquer tous ces sujets que j'aborde sur les femmes. Je m'étais fait un engagement aussi, c'est que dans la photographie qu'on voit partout, tous les jours, on voit beaucoup de femmes dans des positions de soumission ou inférieures ou vues avec un regard en plongée. Et je m'étais dit, en fait, il y a tellement de manières de photographier différentes, tu vas t'interdire tout ça. Donc aujourd'hui, dans ma série de photos, on ne trouve quasiment pas de femmes photographiées en plongée. Elles sont quasiment toutes photographiées en contre-plongée de manière assez dominante. Je montre que des femmes fortes. Oui, et Judith ou... Et les seules femmes qui sont dans des positions de soumission, elles le sont parce que c'est d'autres femmes qui les mettent dans ces positions-là. Et par contre, je m'autorise, à l'inverse, de mettre des hommes dans des positions de soumission ou inférieures. Donc j'essaye de questionner tout ça. Et voilà, c'est de ma responsabilité, je pense. Tu penses que, avec toutes les expos que tu fais, que souvent, quand même, il y a un message dans l'art, que c'est important qu'il y ait un message dans l'art, ou tu es touché aussi par un art qui peut être considéré plus naïf ou... J'ai l'impression, en tout cas dans ma vision personnelle, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que je suis artiste parce que j'ai un message, parce que j'ai un questionnement. Et c'est pour ça qu'avant, je disais que j'étais pas artiste, que j'étais uniquement photographe. Pour moi, je dépréciais pas mon métier de photographe, mais j'avais trop d'admiration pour les artistes. Et pour moi, oui, il y a un message derrière. Mais par contre, aujourd'hui, le message que je donnerais aux jeunes qui vont recevoir les ateliers éducatifs, c'est clairement de ne pas se mettre de frein. Et justement, aujourd'hui, pour se lancer, et j'en suis l'exemple, ça m'a pris 20 ans pour que j'y arrive. Il faut se laisser porter par ses envies. Aujourd'hui, je me décris pas comme... Enfin, je l'ai fait au tout début, mais je me décris plus comme artiste plutôt que artiste photographe. Aujourd'hui, certes, la photographie est mon médium dominant, mais si aujourd'hui j'ai envie de créer une pièce musicale ou une pièce de théâtre, je me l'autorise. Enfin, je me mets plus de frein, voilà, tout simplement. Donc artiste, c'est pas seulement parce que je maîtrise la photographie. Si j'ai un message aujourd'hui à développer,
il faut juste se laisser porter. Je me souviens de pas mal de discussions avec une amie qui, justement, elle aussi se met pas mal de freins. Et je lui dis, en fait, l'idée créative est tellement précieuse. C'est ça le plus important, c'est pas tellement la méthode, le médium. Il faut juste la développer. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmettre aux plus jeunes. C'est que s'il y a une envie, peu importe si on sait, si on a les capacités ou pas, faut juste se lancer. Après, il y a plein de manières d'arriver à ses fins. On peut déjà, ne pas se mettre la pression, mais ensuite se faire aider, tout simplement, apprendre, progresser, et voilà. Je pense que de mon côté, oui, j'ai aussi pas mal d'ambition, et c'est aussi mon moteur dans les œuvres que je cherche à créer, mais on n'est pas obligé de se mettre la barre à la hauteur de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange pour créer. C'est insurmontable. Sinon c'est pas possible. Voilà. Sinon c'est insurmontable. Et tu as cité pas mal d'artistes qui sont tes influences, ou que tu as aimé, beaucoup en peinture. Est-ce que tu aurais d'autres formes d'art dont tu peux pas te passer au quotidien? Est-ce que tu travailles en musique? Est-ce que même quand tu as arrêté de travailler, quel est l'art qui te touche? Ou les artistes. Ou les artisans. C'est vaste. Aujourd'hui, je suis inspiré par tout. Je vois mon chien derrière toi. Dernièrement, j'ai promené mon chien. Il se réveille quand je parle de lui. Et juste en promenant mon chien, en faisant une longue balade, j'ai été inspiré par des projets qui sont complètement différents de la promenade du chien. Mais aujourd'hui, j'essaye de me libérer le plus possible, d'être le plus détendu possible. Je me rends compte que la santé mentale est essentielle pour créer. On dit souvent, et je l'ai cru longtemps, qu'il fallait être dépressif ou en dépression pour créer, et que les plus grandes œuvres étaient créées parce qu'on était malheureux. Dans la souffrance, la peine, dans la labeur. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est pas mon cas du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors oui, j'étais en souffrance pendant mes années d'adolescent et ça m'a stimulé pour créer. Mais aujourd'hui, je me vois pas créer si je suis pas dans des conditions psychologiques bonnes. Ah, c'est super important de le dire. Et c'est tout un process d'ailleurs là-dessus parce que j'essaye de manager vraiment ma santé mentale. La première année de mythologie, ça faisait 1 an que je travaillais plus, que je produisais plus du tout d'images. J'avais shooté 4000 photos en 2021. Wow. C'est pas beaucoup pour moi. C'est pas beaucoup ? Non. C'est pas beaucoup en considérant qu'un mariage, et j'avais shooté un mariage cette année-là en 2021, c'est environ 2000 photos pour moi. Mais 4000 photos, c'était vraiment rien du tout. Ah oui, du coup ça faisait 2 samedis quoi. Le photographe que j'étais durant mes 2-3 premières années, photographiait 400 photos par jour. Donc ça monte beaucoup sur une année. Je me souviens d'ailleurs à l'école, et j'étais pas bon du tout pour ma première année, je photographiais tout le temps. Je sais même pas comment les gens ont pu me supporter. Alors c'est génial parce que je débordais d'énergie et je pense que dans l'école où j'étais, tout le monde m'a identifié comme photographe. Et avec le temps, j'ai progressé et mon école a apprécié mon travail, ce qui fait qu'ils m'ont donné du travail au sortir de l'école. Donc j'ai eu mon école comme client qui m'a pas mal aidé durant mes premières années. Mais oui, j'ai progressé, j'ai appris en photographiation en faisant beaucoup d'erreurs. Et globalement, oui, ça a été ça tout mon process sur toute ma carrière. J'ai essayé, je me suis planté. J'ai appris de mes erreurs et j'ai progressé au fil du temps. Il y a des personnes, j'en connais pas mal dans mon entourage, à qui tout réussit. Personnellement, j'ai quasiment échoué partout avant d'arriver à réussir ou à me trouver déjà. Voilà. Et je sais plus si j'ai répondu à ta question. C'est pas grave parce que j'adore quand les gens digressent. Les influences, oui, c'est ça. Oui, l'arc de la musique. Je suis parti très loin, parce que j'ai vraiment pas répondu à la question. Je crois que c'était hier ou avant-hier la journée mondiale de l'art, et il y avait eu une historienne de l'art qui avait partagé une story qui incitait à partager ses références artistiques, ses œuvres artistiques, et
partagé de la peinture évidemment, mais j'ai partagé aussi sur le cinéma et la musique. Aujourd'hui, une influence, ça pourrait être par exemple un Michel Gondry. Je me souviens d'avoir vu il y a quelques mois un documentaire sur Arte sur lui. Et pour moi, c'est à montrer dans toutes les écoles. Parce qu'en fait, cet artiste, qui est Michel Gondry, c'est vraiment comme ça que je vois l'art. Et comme je te le disais tout à l'heure à la précédente question, c'est avoir une idée, ne pas se mettre de frein, et la laisser porter, et ensuite la développer. Et lui, il s'est jamais mis de frein. Donc il crée son dernier film, il a passé 6 ans à faire des découpages, collages pour sa fille, et il en a fait un film. Voilà. Il a travaillé avec tous les plus grands artistes musicaux. Oui. Mais, Daft Punk. Oui, par exemple. Mais l'effet l'effet Matrix en 99, c'est grâce à lui. C'est lui qui l'a développé et qui l'a utilisé pour c'était Like a Rolling Stone. Il a aussi beaucoup travaillé avec les White Stripes. Pour moi, c'est la créativité pure. Oui. Et j'admire vraiment ça. Pas de chichi, c'est pas de j'essaie de t'impressionner, c'est le plaisir. Ouais, c'est du plaisir. C'est de se dire que tout est possible en fait. Voilà. Et c'est pas des apparences, de l'image et j'essaie de t'impressionner. Voilà. Et dans les autres références, je te disais que j'avais une formation classique, mais je me suis... on dit souvent que on écoute, je crois que c'est la musique de son adolescence, et qu'en fait, une fois qu'on devient adulte, on écoute toujours la musique de son adolescence. Et en fait, ça a été mon cas pendant très longtemps. Et je sais pas, pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai écouté toujours la même chose. Les mêmes artistes, une dizaine d'artistes de rock, notamment, parce que j'écoutais beaucoup de rock quand j'étais adolescent. Et j'ai manqué de curiosité pendant tout ce temps. J'ai arrêté d'écouter la radio, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais ado. Et j'en suis arrivé à un point où j'écoutais plus de musique du tout. Je crois que c'était juste avant le Covid. J'écoutais plus de musique du tout. Il n'y avait plus de musique dans ma vie. Et c'est pendant le Covid, avec le confinement, que je me suis remis à écouter du classique. Et ça faisait vraiment très très longtemps que j'écoutais plus de classique. Et c'est globalement ma musique dominante aujourd'hui. Donc, tu sais par quoi tu t'y es remis ? J'ai recommencé à écouter des musiques sur lesquelles j'avais travaillé, notamment de l'opéra. Mais après, c'est les gros standards du classique. Les 4 saisons de Vivaldi, des choses comme ça. Enfin, les Requiem de Mozart. J'avais cité, pour répondre à la story de tout à l'heure, Les Nuits d'été de Schubert. Non, de Berlioz, pardon. Et ça m'avait marqué quand j'étais adolescent. Et j'aime toujours ce petit opéra. Et donc, ça m'inspire toujours. Oui, le cinéma, comme je te l'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, j'ai réalisé un projet sur Laurence d'Arabie, et c'est mon film préféré. Enfin, je suis toujours en admiration, ça me fait toujours rêver quand je regarde ce film. Ou dernièrement, j'ai fait l'exposition sur Wes Anderson à la Cinémathèque, et c'est pareil, j'adore ce qu'il fait. Et tout comme Gondry, c'est quelqu'un qui s'est pas mis de limite, qui a imposé son univers, qui est différent de ce qu'on avait pu voir dans le passé, et qui se pose pas de questions. J'ai pas encore créé sur Wes Anderson, mais pourquoi pas plus tard. J'ai eu la chance de participer à distance à une masterclass de Wes Anderson, et c'était cool. Je veux bien le croire. Et ce qui est intéressant le concernant, c'est qu'il est intéressé par tous les domaines de la création cinématographique, quoi. Il a une vision, un souci du détail surtout. Et très simple, en fait. Parce qu'en fait, comme beaucoup de réalisateurs, souvent ce sont des artistes complets, quand même. Parce que ça soit Gondry, récemment à la Cinémathèque, j'ai vu la rétrospective sur James Cameron. Ouais. Et je pensais pas qu'il dessinait comme ça, ou Tim Burton, incroyable. c'est pareil, ou voilà, c'est quand même des gens qui sont c'est des artistes quand même super complets, et en fait tu te rends compte que oui, en fait ils sont simples parce qu'ils sont juste dans leur taf et leur plaisir de faire ce qu'ils aiment, quoi. Oui, mais aussi ils se rendent compte ils ont du respect pour les autres, tout simplement. Donc, parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils font tout seuls. Oui, mais aussi ils savent ce qu'endurent les autres travailleurs. Et puis
ils se mettent au même niveau que les autres, C'est tout vrai. simplement. Donc C'est vrai. c'est aussi une question de respect à ce niveau-là. Ben ouais, non, mais ça paraît tout bête, mais pourtant, tout le monde ne le fait pas. Et en fait, à un moment donné, ça se voit sur le résultat final, je trouve. Oui, et d'ailleurs sur mon travail aujourd'hui, l'aspect humain, et je te l'avais déjà sous-entendu, est vraiment très très important. Pendant pas mal d'années, j'ai été, comme je te disais, très négatif et très pessimiste sur ma vision de l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, je disais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle allait prendre le dessus et allait complètement enterrer la photographie. C'était vraiment ma vision d'il y a 3 ans. Et j'ai changé sur ce sujet-là. Et ce qui m'a fait changer, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, je ne crée pas seulement des images, je partage aussi un moment avec un moment de créativité, de création, avec les personnes qui partagent mes projets. Aujourd'hui, je me rends compte que mes modèles prennent du plaisir à jouer avec moi, à incarner des personnages, à se déguiser et à passer du temps avec moi, tout simplement. Et donc, c'est là que je me dis, dans tous les cas, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer ça. Donc les photos, elles peuvent être parfaites, elles peuvent être complètement incarnées, elles peuvent toucher les gens, mais derrière, il se passe rien, quoi. Donc moi, les personnes qui sont sur les images que je produis, elles auront partagé une séance photo avec moi, 1 heure ou 2, elles se seront amusées, on aura discuté comme on est en train de discuter là. C'est un moment riche, riche de partage. Et justement, pour voir et partager ton travail, comment les gens ils peuvent voir ton travail? Aujourd'hui, ma plateforme principale, c'est Instagram. J'adorais qu'il en existe un autre parce que pour moi, c'est plus la plateforme adéquate. Ça l'est plus depuis 2014. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne nous servent plus vraiment et ils servent plutôt à d'autres fins, et notamment politiques. Alors que pour moi, 2014, c'était le zénith de l'utilité pour les utilisateurs. Donc ça permettait de toucher les personnes, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on n'a plus beaucoup d'influence. J'ai beau avoir quasiment 10 000 followers, à chaque post, j'ai même pas 1000 followers touchés. Enfin, ça veut dire qu'ils ne voient pas mes posts, tout simplement. Et donc c'est un peu absurde. Mais c'est la seule méthode aujourd'hui qui existe. Et sinon, j'ai mon site internet. Donc pour mon Instagram, c'est @inanis_. Et pour mon site internet, c'est inanisphotographe.com. Et dernière question. Oui. Est-ce que tu as des rêves pour le futur? Est-ce que j'ai des rêves pour le futur? Alors sur mon projet Vermeer, comme je me suis, comme je te disais tout à l'heure, autorisé aucune limite, j'ai pris beaucoup de plaisir à diriger l'équipe que j'avais. Et je me rends compte que ce projet a pas mal de potentiel théâtral. Et donc pourquoi pas peut-être un jour diriger en tant que metteur en scène une pièce inspiré de peut-être de ce projet ou d'autres. Mais pour moi qui me pensais incapable, parce que c'est assez bizarre, j'ai un diplôme de réalisateur vidéo, mais je me suis toujours senti incapable de diriger une équipe. Et aujourd'hui, grâce à mon projet, qui initialement était juste un projet de photographie, je me suis retrouvé à devoir gérer des équipes de personnes. Là, sur le projet Napoléon, je fais quasiment de la gestion de projet sans intervenir parce que j'ai des ateliers qui sont menés par d'autres personnes. L'atelier sur le costume est mené par la costumière et celui sur les décors par un peintre. Et moi je supervise tout ça. Et voilà, j'ai la curiosité, l'envie de la mise en scène. C'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais j'ai jamais eu peur de les combattre. Et c'est comme ça que j'ai progressé aussi, donc pourquoi pas peut-être plus tard. Cool. Merci. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Voilà, l'épisode 11 est terminé et la première saison aussi. Pour que la saison 2 continue et existe, je vous invite à faire connaître le podcast, vraiment, beaucoup, à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous, à commenter. Et je vous souhaite le meilleur. J'espère que le prochain portrait vous séduira tout autant. Au revoir!